Libéria, les deux favoris de la présidentielle, le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, sont en tête des résultats partiels provisoires annoncés ce jeudi par la Commission électorale nationale. L'opposition congolaise a accusé ce jeudi le chef de l'État, Joseph Kabila, de forfaiture, et ce, après que la commission électorale eut annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle avant 2019. En sport, le militaire et argentin Javier Mascherano a annoncé ce jeudi qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde en Russie. C'était lors d'un entretien à une chaîne de télévision argentine. Voilà pour les titres de cette édition que nous ouvrons par des nouvelles du Libéria. Les deux favoris de la présidentielle, le sénateur George Oppong Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant Joseph Boakai sont en tête des résultats partiels provisoires. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Commission électorale nationale NEC, suivant un extrait de la sortie de son président. Province de Montserrado. Sur un total de 1790 bureaux de vote, 252 ont rapporté leurs résultats pour l'instant, soit 14,8%. Sur ces 14,8%, le United Party de Joseph Boakai obtient 20 211 votes, soit 26,6% des votes. Le CDC de M. Weah obtient 38 285 votes, soit 50,4% des votes. Seule cette commission peut déclarer un vainqueur d'élection publique. Pour le moment, et je le répète, elle ne l'a pas fait. Comme vous pouvez le constater, ces résultats sont partiels et provisoires. Les candidats et les partis politiques doivent être patients et attendre les résultats officiels et ne pas se presser et tirer des conclusions prématurées. En RD Congo, l'opposition a accusé ce jeudi le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de forfaiture, ce après que la commission électorale eut annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle avant 2019. La communauté internationale continue quant à elle de réclamer un calendrier électoral. Reportage. Cette annonce, la veille de la Commission électorale nationale indépendante CENI, enterre définitivement l'accord entre le pouvoir et l'opposition du 31 décembre 2016, conclu sous l'égide de l'Église catholique et qui prévoyait des élections présidentielles, législatives et locales au plus tard, fin 2017. L'opposition congolaise a accusé le chef de l'État Joseph Kabila de forfaiture, selon la déclaration du président du Rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, à l'issue d'une réunion des cadres de sa coalition à Kinshasa. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Dans le même temps, le Rassemblement entreprend des démarches auprès de la communauté internationale à travers l'ONU pour une implication directe dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens solennellement ici à réitérer les résolutions du Rassemblement formulées dans sa nouvelle feuille de route approuvée à l'unanimité par les délégués et à son deuxième conclave, à savoir une courte transition sans Joseph Kabila et une CENI recomposée. Les Nations Unies et les grands partenaires continuent de réclamer l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Mon pays a bel et bien mis le cap vers les élections. Le calendrier sera publié incessamment, a pour sa part répété de New York le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Che Okintundu, cité par la radio onusienne Okapi. La presse congolaise bruisse de rumeurs sur de prochaines initiatives diplomatiques qui n'ont pour l'instant pas été confirmées, comme une visite à Kinshasa du président sud-africain Jacob Zuma ce week-end, puis de la représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, la semaine prochaine.
Au Nigeria, la justice a ordonné la saisie définitive de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke. Il s'agit de propriétés d'une valeur totale de 7 millions de dollars que les juges soupçonnent de provenir de détournements massifs de fonds publics. L'ex-ministre est la cible de nombreuses enquêtes et saisie de propriétés ordonnées par la Commission des crimes économiques et financiers du pays. Une saisie définitive de 4 propriétés d'une valeur de 7 millions de dollars appartenant à Diezani Alison Madueke, l'ex-ministre nigériane du pétrole, a été ordonnée par la justice au Nigeria. La décision prise mercredi par la Haute Cour fédérale de Lagos concerne des résidences situées à Lagos, Abuja et Port-Harcourt. Diezani Alison Madueke est la cible de nombreuses enquêtes et saisies de propriétés ordonnées par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. Une enquête de la dite commission a révélé que l'ex-ministre et son cousin Donald Chidi Amangbo avaient acheté ces immeubles grâce à des sociétés écrans. Dans son témoignage devant les enquêteurs, Donald Chidi Amangbo a assuré qu'il avait enregistré ces sociétés écrans pour acheter les résidences de l'ancienne ministre. La semaine dernière, Diezani Alison Madueke avait demandé au gouvernement fédéral d'Abuja de pouvoir rentrer au Nigeria pour pouvoir se défendre devant les juges, une demande qui lui a été refusée. Fin août dernier, elle avait déjà fait l'objet d'une saisie bancaire de 21 millions de dollars et d'un immeuble d'une valeur de 37 millions de dollars à Lagos. En Afrique du Sud, Ahmed Timol, militant anti-apartheid mort en détention policière en 1971, a été tué par la police après avoir été torturé. C'est la conclusion à laquelle est parvenue ce jeudi la justice sud-africaine. Il s'agit là d'une conclusion qui révise la version officielle du suicide brandi au moment du drame, une version à laquelle sa famille n'avait jamais cru. La justice sud-africaine a conclu jeudi qu'un militant anti-apartheid mort en détention policière en 1971 a été tué par la police après avoir été torturé. Cette conclusion vient ainsi modifier la version officielle du suicide évoquée au moment du drame. Pour rappel, le 27 octobre 1971, Ahmed Timol, un enseignant communiste, a été déclaré mort. Selon la version de la police, il s'est jeté du 10e étage du quartier général de la police à Johannesburg, célèbre pour être le théâtre d'interrogatoires musclés. Sa famille, qui n'a jamais cru en cette version, a fini par obtenir en 2017 la réouverture de l'enquête. Le juge Billy Motley de la Haute Cour de Pretoria a conclu qu'Ahmed Timol n'a pas sauté, mais a été poussé du bureau 1026 ou du toit du commissariat par les membres de la branche sécuritaire de la police. Pour la famille d'Ahmed Timol, il s'agit d'un jugement historique. Le juge a recommandé au parquet de poursuivre un ancien policier, aujourd'hui septuagénaire, Joao Rodrigues, le dernier à avoir vu Timol vivant. Les autres policiers impliqués dans son interrogatoire sont aujourd'hui tous décédés. En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a décidé de prolonger 2 mois l'état d'urgence en vigueur depuis près de 2 ans à la suite d'une série d'attentats djihadistes sanglants. Il s'agit d'une mesure qui octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre en permettant notamment l'interdiction de grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre. L'état d'urgence en vigueur en Tunisie depuis près de 2 ans à la suite d'une série d'attentats djihadistes sanglants a été prolongé d'1 mois. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé de le proclamer sur tout le territoire tunisien pour 1 mois à partir du 13 octobre jusqu'au 11 novembre prochain. L'état d'urgence, faut-il le rappeler, a été déjà prolongé de 4 mois en juin dernier. Même si la dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016, l'état d'urgence a servi au démantèlement de cellules djihadistes et a été également utilisé ces derniers mois pour des opérations anticorruption. Cette mesure octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre en permettant notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse.
L'état d'urgence est en vigueur en Tunisie depuis un attentat en plein Tunis contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique qui avait tué 12 agents. La Russie et le Maroc veulent renforcer leur coopération dans le domaine énergétique et c'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Rabat le Premier ministre russe Dmitry Medvedev qui évoque notamment un projet très prometteur de livraison de gaz liquéfié. Image et son. Le potentiel de notre coopération est vaste. Ainsi s'est exprimé le Premier ministre russe au cours d'un bref point de presse pendant une visite à Rabat au Maroc. Laquelle visite est marquée par la signature d'accords concernant l'énergie, l'agriculture, les technologies de pointe, la recherche et développement et bien d'autres. Dmitry Medvedev a aussi souhaité que sa visite inaugure une nouvelle page dans les échanges entre les deux pays, notamment une coopération nouvelle dans le domaine énergétique. Le potentiel de notre coopération est très vaste. Nous avons vraiment une très belle histoire, je veux dire les investissements qui, à certains moments, ont été faits, les projets de construction avec l'assistance technique de l'URSS notamment. Je parle du complexe hydroénergétique Al-Wakhda. Un projet très prometteur est notamment celui de la livraison de gaz naturel liquéfié pour répondre aux besoins de l'économie marocaine. Mais nous sommes prêts à discuter avec nos partenaires de tous les axes de coopération, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire et tout un nombre d'autres questions. Nous pensons que des sources d'énergie renouvelables peuvent ainsi présenter un intérêt. Le Premier ministre russe a également souligné que les discussions menées avec son homologue marocain, Saad Eddine El Othmani, ont aussi ouvert de nouveaux créneaux comme la coopération dans le domaine des livraisons de produits militaires ou encore dans le domaine sécuritaire. Je l'annonçais en titre, en sport, le milieu de terrain argentin Javier Alejandro Mascherano a annoncé ce jeudi qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde en Russie. C'était lors d'un entretien à une chaîne de télévision argentine. Mascherano, 34 ans, en juin prochain, a joué 139 rencontres avec sa sélection et perdu 5 finales, 4 en Copa América 2004, 2007, 2015 et 2016 et une de Coupe du Monde en 2014. Les deux seuls titres qu'il a remportés avec l'Argentine, c'est à savoir, il a été champion olympique en 2004 et en 2008. Mon cycle en sélection se termine en Russie. Je n'irai pas plus loin, a-t-il déclaré. Jorge Sampaoli décidera si je dois être sélectionné pour le mondial ou non. Mascherano est, après Lionel Andrés Messi, l'homme le plus influent du vestiaire argentin. Mais ses dernières prestations avec l'Albiceleste ont déclenché des critiques contre lui. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.